Nous attaquons la dernière partie de cette matinale de la distribution et j'appelle effectivement Sandrine Vincelot-Guillet, directrice conseil et sélection PCVN et responsable ESG chez Vega, Jacques-Antoine Philippe, cofondateur et président Covil, et Fanny Laitier, cofondatrice Généo. Je ne sais si elle a pu arriver à temps. C'est pas grave, on va commencer. J'espère que ça va la faire venir. C'est ça, vous aurez plus la parole. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise, du coup on a un petit peu plus de temps. Si vous avez des cacahuètes. Donc du coup, je vais faire demander. On me dit que non, pas pour l'instant dans l'oreillette. Donc Jacques-Antoine, le honneur aux hommes, bonjour. Donc partagez-nous, vous avez un petit peu de temps, votre expérience quant à la construction des stratégies thématiques. C'est une notion qu'on n'a pas vue encore jusqu'à maintenant, cette stratégie thématique. Déjà peut-être un petit regard sur ce qui vient d'être dit avant d'attaquer ceci. Super, bah écoutez, déjà merci de m'avoir invité. Bonjour Sandrine aussi, on se connaît par ailleurs. Moi, pour vous répondre à votre question, je propose juste de resituer un petit peu le contexte. Bien sûr. Nous, Covil, on est une société de gestion entrepreneuriale française. On s'est créé, on s'est associé en fait, et en plus familial parce que je suis associé avec mon frère, donc on s'est associé en 2015 autour de valeurs très simples, le long terme, le service auprès des clients, et aussi on est un petit peu des enfants des différentes crises financières, la crise de 2001 et puis surtout la crise de 2008 où on était des jeunes professionnels dans des très belles sociétés. Pas celle de 2022 encore. Voilà, mais qui est quand même moins importante, mais on a vu vraiment des très bonnes sociétés s'effondrer, et donc on a décidé d'investir dans des entreprises de très grande qualité qui faisaient de la croissance pour le long terme. Et puis quand on a voulu créer notre boîte, on a fait le tour de quelques investisseurs qu'on connaissait. On leur a dit, voilà, on voudrait faire un fonds avec les 20 plus belles sociétés du monde. Et donc tout le monde nous a écoutés poliment, a été hyper sympa, et personne n'a voulu investir avec nous. Bon, c'est normal, ça débute toujours voilà, comme ça. C'est ça, et puis à un moment, il y a quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, qui est le patron de la CAPSA, qui est une caisse de prévoyance, qui est un type assez super, qui nous a dit, voilà, moi j'investirai pas dans votre truc, ça m'intéresse pas. En revanche, je voudrais investir sur une thématique qui nous concerne tous, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir nos aînés chez eux le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles, parce que tout ce qu'on me propose, moi, en tant qu'investisseur institutionnel, c'est d'investir dans des maisons de retraite. C'est un peu la seule solution qu'on me propose pour nos aînés. Et donc, est-ce que vous seriez capable de faire un fonds sur cette thématique-là? Donc là, on s'est un petit peu gratté la tête, on s'est dit, mince, le sujet est hyper restreint. Et tout ça pour vous dire, et en fait, le sujet est hyper large, puisque évidemment, il y a plein de boîtes. On a créé le fonds en 2015 avec 19 millions d'encours, il en fait 350 aujourd'hui. C'est un fonds qui est SFDR 9, on pourrait y revenir. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, le souhait de faire des fonds à impact et aussi ESG, parce qu'évidemment, c'était hors de question d'investir dans des boîtes qui n'avaient pas des bons comportements et qui ne correspondaient pas à nos valeurs et à celles de nos investisseurs. On est bien sur de l'impact et pas juste un thème. Voilà, l'impact et le ESG dès le départ, avec aussi cette volonté très forte de dire, bah oui, mais en fait, une thématique, l'impact ne peut pas être légitime sur le long terme s'il n'y a pas des très bonnes performances. En fait, ce souhait-là, nous, on a eu d'une certaine manière la chance de l'avoir, d'avoir cette demande d'investisseurs dès le départ, qui avaient besoin de créer autour de leur raison d'être des produits financiers qui performent. Et c'est comme ça après qu'on a pu aussi développer d'autres produits autour du monde agricole, par exemple. Vous avez d'autres thèmes aussi? Voilà, on a le thème de l'agriculteur, c'est-à-dire que c'est Agrica, la caisse de retraite du monde agricole, qui est un investisseur du départ dans ce fonds Silver, Autonomie, qui nous a dit, j'adore ce que vous faites, faites-moi un fonds qui parle des agriculteurs, des travailleurs agricoles et de leur famille. Donc toujours la dimension sociale aussi, sociétale. Toujours une dimension sociétale très forte, c'est leur raison d'être et de toutes les problématiques auxquelles ils sont confrontés et qui gagnent de l'argent. Voilà, c'est vraiment toujours à chaque fois les deux piliers. Et ce qui est génial, c'est que quand on part d'un point de vue
voilà, l'agriculteur, le travail agricole, derrière, c'est la sécurité alimentaire mondiale. Comment est-ce qu'on fait pour nourrir 2 milliards d'individus supplémentaires d'ici 2050 avec moins de terres, moins d'agriculteurs. Donc là, on est bien dans les objectifs de long terme qui nous intéressent. En préservant la biodiversité. Donc, il y a plein de sujets, je pourrais en parler pendant des heures, je vais surtout pas monopoliser la parole, mais tout ça pour dire, voilà, dès le départ, en fait, on n'a pas attendu d'avoir un cadre réglementaire pour parler d'ESG d'impact. Mais c'est après. On reviendra sur le cadre réglementaire et comment vous négociez, si je puis dire, avec Sandrine. Donc vous regardez les fonds. Bonjour, pardon. Donc vous regardez les fonds. Comment regardez-vous et sélectionnez-vous les fonds qui relèvent de la finance durable? Alors, on fait plus que les regarder, on les triture dans tous les sens. On n'est pas très sympa, parfois, avec les machines, pas avec les gérants ou les hommes, pas du tout. Je vais juste préciser en amont que, effectivement, nous sélectionnons des fonds dans le cadre de nos investissements. Et nous sommes nous-mêmes gérants, en multigestion, mais aussi en ligne directe. Ce qui veut dire que nous connaissons parfaitement toutes les obligations des gérants. Ça nous permet de poser des questions qu'un sélectionneur qui ne gère pas n'aurait peut-être pas en tête. Donc toutes les règles que l'on a vues jusqu'à ce matin, vous les connaissez. Maîtrisées. Et c'est pour ça que dès le début, et encore aujourd'hui, quand on sollicite les gérants, c'est vraiment de A à Z, du financier, extra-financier, investissement durable ou pas. Et parfois, on est choqué. Et j'ai encore fait un call hier matin. J'ai parlé avec un gérant d'un fonds, Action. Il savait qu'il était SFDR 8, mais de la façon dont c'était fait, finances durables et autres, aucune notion. Alors là, moi, ça me scotche. Déjà, j'attends à ce que les gérants en parlent spontanément. Quand leur fonds est article 9, c'est indispensable. Quand le fonds est labellisé, le gérant doit spontanément parler de son approche extra-financière à côté de la financière. Si ce n'est pas le cas, bon, c'est pas rédhibitoire, on n'est pas comme ça, mais c'est quand même pas un point fort. Donc ça rejoint les éléments de la précédente table ronde. Il faut ouvrir la boîte. Complètement. Et revenir sur la méthodologie. Dans notre organisation, donc, on a notre comité de sélection qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, puisqu'on a commencé les fonds de fonds en 98. Donc ça fait longtemps qu'on reçoit des gérants, qu'on voit des gérants. Donc le comité de sélection, approche classique, est vraiment très formaté avec tout un tas de règles et d'historiques à respecter, de points à vraiment alimenter. Et on a mis en place en 2018 le club ESG Fonds. Et lui, il est vraiment spécialisé dans l'analyse des process ISR des fonds qu'on va sélectionner. Donc on a les deux approches qui se combinent. L'un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas sélectionner un fonds. Enfin, on peut sélectionner un fonds qui n'a pas d'approche ISR, mais il n'ira pas dans notre univers ISR-ESG qui est spécifique et qui est un sous-ensemble de cette sélection-là et qui nous aide à gérer nos propres produits. Il y a un point que je souhaitais mentionner parce qu'on parle de labels, on parle d'articles, les CFDR, c'est très réglementaire. Enfin, les labels ne sont pas réglementaires, mais le CFDR, c'est réglementaire. Taxonomie qui nous attend également. On est tous un peu perdus là-dedans, il faut bien le reconnaître. On a tous fait des efforts, on a tous tâtonné. On a tous réfléchi parce que SFDR, effectivement, la définition est extrêmement peu précise. En fait, c'est ça, on parle de complexité, mais on manque surtout de précision. Exactement, parce qu'on aurait une méthode de calcul, on calculerait à peu près tous de la même façon et on se poserait moins de questions. Là, chacun a dû réfléchir à sa méthodologie, comme à la base l'ISR, chacun devait réfléchir à sa philosophie. À la base l'ISR, c'est quelle philosophie je vais mettre en place. Et en tant que sélectionneur, on n'est pas là pour juger si c'est bien ou pas bien, entre guillemets. On est juste là pour apprécier si c'est cohérent, rigoureux, bien appliqué, si ça a du sens, et si le gérant le maîtrise. On ne va pas dire ça c'est une meilleure méthode qu'une autre, on n'en est pas là. On verra ça quand ça sera plus normalisé dans les applications et autres. Donc vous êtes à l'écoute effectivement des différentes approches. Oui, on a dans la sélection de fonds, on n'a pas sélectionné que des fonds avec une même approche ou une même philosophie. Au contraire, on a sélectionné des fonds qui n'utilisent pas les mêmes bases de données, qui ont des analystes qui travaillent séparément des gérants ou qui ont des analystes gérants. Enfin, toutes les approches sont bonnes à regarder, entre guillemets. Il n'y a pas mieux que d'autres. C'est juste qu'il faut que ça soit rigoureux, cohérent et que ça ait du sens et que le gérant le maîtrise. Donc il faut que ça le soit d'autant plus si on arrive avec un fonds article 8 ou article 9. Tout à fait. De pouvoir l'expliquer. Et vous, exactement. Jacques-Antoine, pardon, je reviens vers vous à nouveau sur ce sujet. Je suis on a parlé de totalement s'ennuyer parce qu'un débat, on est censé s'engueuler et tout. Mais non, on peut aussi après vous trouver un sujet de discorde. Sans rigoler, je souscris vraiment ce que vous dites. Il n'y a pas, et ça c'est un vrai sujet, il n'y a pas
une vision de l'ESG. Si, selon, on a tous ici des parcours de vie différents, etc. Et puis je suis sûr que si on va dans d'autres géographies, il y a encore d'autres visions du monde. Et donc il faut surtout pas essayer de calquer un modèle. Oui, on l'a vu, chaque pays a sa vision. Et puis par ailleurs, l'ESG est aussi, moi ce que je voulais dire, il est protéiforme. C'est-à-dire, vous avez le dialogue avec l'entreprise, la politique de vote, évidemment votre process d'investissement, quel type de boîte est-ce qui a fait ressortir, votre politique d'exclusion. Vous avez aussi votre politique en tant qu'entreprise. Je sais que nous, on est engagé aussi dans des vous allez soutenir visiter des fondations, les etc. Donc, bien sûr, on est très engagé. Donc, voilà, il y a plein de choses différentes. Et après, en fait, nous, pour reprendre toujours un petit peu, et puis surtout, on donne de leçons à personne. Ça aussi, je pense que c'est très important. On est hyper humble parce qu'effectivement, je pense que déjà, on essaye de bien faire notre boulot de nous-mêmes avant d'essayer de dire aux autres comment ils doivent faire. Et en fait, ce qui est intéressant dans notre parcours, c'est comme je vous le disais, en fait, entre 2015 et 2018, on disait, mais est-ce que vous êtes ISR? Et encore, on en parlait très peu. On disait, oui, on est ISR. Bah, évidemment, les thèmes sont ISR, et puis notre méthodologie d'investissement, on investit dans les meilleures boîtes du monde, mais on n'avait pas formalisé un process. Les investisseurs ont besoin de repères. Exactement. Et à un moment donné, nos investisseurs nous ont dit, on vous adore, mais vous devez... C'est déjà bien. Hein. Ouais, non, mais on n'investit pas dans votre fonds, c'est ce que vous avez dit au début. C'est vraiment, vraiment, on vous aime bien, mais par contre, il faut que vous pouvez pas rester sur ce discours. Il va falloir que vous formalisiez les choses. Et donc, à partir de... le Covid a été un petit peu un accélérateur parce qu'on avait un peu de temps, on pouvait plus appeler les gens en tout cas, on pouvait appeler nos clients, mais on pouvait plus appeler de prospects, on voulait pas les déranger. Et donc, là, on a formalisé les approches, c'est là où on a fait labelliser les fonds, et on a mis en place des méthodologies ESG et impact, qui effectivement, où on a pris beaucoup de temps. Alors moi, je suis plutôt dans l'équipe... Mon associé est plutôt celui qui est lent et gérant, et moi je suis plutôt celui qui est pressé, donc qui dit qu'il faut aller vite, vite, vite. Et en fait, là-dessus, on s'est surtout pressé de prendre notre temps. Parce qu'on a pris énormément de temps à mettre en place une méthodologie ESG, puis plus tard une méthodologie SFDR, puisqu'on a un fonds SFDR 9 et les deux autres qui sont 8. Un qui va bientôt passer 9, un des deux 8, mais qui soit non seulement cohérente avec notre stratégie d'investissement, mais qui soit une opportunité de renforcer nos process d'investissement. Donc ça veut dire quoi? C'est une bonne boîte. Ben, en fait, ça permet aussi de renforcer votre politique de risque. Ça permet de renforcer votre dialogue. Ça permet de regarder les controverses. Donc c'est tout un tas de petits signaux plus ou moins faibles qui vont venir renforcer votre gestion. Mais je pense qu'aussi pour pouvoir faire ça, ça nous a pris, notamment sur la dernière, le passage SFDR 9, je pense au moins 50% du temps de l'équipe de gestion pour arriver vraiment à formaliser un bon process. Ça a pris 18 mois pour un seul fonds. Donc c'est vraiment beaucoup de travail, mais c'est effectivement indispensable de prendre son temps et de pouvoir arriver à une cohérence qui n'est pas de divergence entre la gestion et l'ESG et l'impact, quoi. Et sinon, ça se voit assez rapidement. Votre objectif, c'était bien de maintenir les fonds SFDR 9 avec cette projection de long terme. On est vraiment sur un temps long. On est sur un temps très long et surtout sur une évolution permanente. Donc, une fois que vous êtes effectivement SFDR 9, nous, déjà, on se fait accompagner. On le fait pas tout seul. On a des consultants qui nous aident, compliance, mais consultants. On a un abonnement spécifique sur l'ESG. On s'est fait accompagner pour passer SFDR 9. Et on est un peu en audit permanent, comme on est en notre contrôle de second niveau. On l'a aussi maintenant sur SFDR. Parce que ça change en permanence. En fait, et ça, c'est quand même un point. Effectivement, le cadre est mouvant, ça change en permanence. Et il faut être très, très attentif à pas louper quelque chose. Donc ça, c'est une préoccupation permanente. Vous partagez cette vision, Sandrine, sur l'agilité permanente? Complètement. Et nous aussi, on s'est fait accompagner. Parce qu'on a mis en place notre méthodologie interne, une méthodologie et nous, on a pris le choix. Alors, je sais que c'est compliqué pour les multigérants, qui doivent justifier de l'article 9. Alors, il n'y a pas de fonds de fonds article 9 à ce stade, puisque même si on est 100% article 9, comme ce n'est pas les mêmes méthodologies, qu'on ne pouvait pas justifier d'une vision unitaire et globale d'objectifs de fonds, c'était impossible à faire. C'est-à-dire qu'il n'y en aura jamais, ou c'est juste aujourd'hui, compte tenu de la mouvance, de l'intégration? Actuellement, avec les conditions actuelles, ce n'est pas possible. Dire qu'il n'y en aura jamais, je ne me permettrai pas, parce qu'effectivement, comme l'a dit Jacques-Antoine, ça évolue régulièrement, et il faut bien suivre ça. Donc chez Vega, la complexité des choses nous a amené à transpariser les fonds, c'est-à-dire qu'on a choisi une plateforme qui nous permet d'intégrer la vision de l'ensemble des portefeuilles transparisés dans nos multigestions, que ce soit fonds de fonds ou mandat de gestion.
et on les traite de la même façon que nos gestions en ligne directe. Donc, on a tout un système qui nous permet de dire, nous, Vega, en tant que gérant, même si on a 90% de fonds externes, parce qu'on est vraiment en architecture ouverte, 90% de fonds externes dans un fonds de fonds ou dans un mandat de gestion, on va appliquer notre propre méthodologie sur les lignes directes pour dire si c'est de l'investissement durable ou pas. Donc, chacune des lignes de chacun des fonds que vous retenez sera transparisée. C'est ça. Chaque fonds est transparisé. Chaque fonds est transparisé. C'est-à-dire quand on sélectionne le fonds, on regarde et on prend connaissance de la méthodologie de la société de gestion, le pourcentage d'engagement minimum d'investissement durable du fonds article 8 qu'on a sélectionné et le pourcentage réel. Donc pour voir justement, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, si c'était cohérent avec leur méthodo, l'état d'esprit de la gestion, etc. Mais après, nous, en tant que gérants, on va réintégrer ces lignes-là, on va constater s'il y en a qui ne correspondent pas à notre politique d'exclusion, parce qu'on a aussi une politique d'exclusion. Donc du coup, il faut que ça soit vraiment très 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 minoritaire pour qu'on puisse conserver le fonds maintenant. Si c'est pas le cas, on va commencer à contacter les gérants en disant voilà les constats qu'on fait avec notre outil. Challenger leur gestion. Comment est-ce que vous allez évoluer sur ces points-là ou pas? Et est-ce qu'on peut voir ensemble? On va faire de l'engagement un peu maintenant avec les gérants ou les sociétés de gestion, comme on le fait en direct. Alors, pas sur les mêmes thèmes et les mêmes sujets et les mêmes critères, mais on va davantage discuter avec les gérants. On est en train de mettre ça en place, justement. Et c'est vrai que la vision qu'on a d'un fonds de fonds ou des fonds agrégés derrière, c'est compliqué d'avoir une vision finale, globale. Mais là, on arrive à l'avoir parce qu'on applique une méthode surtout unique, une méthode unique. Donc, ce qu'impliquerait chaque fonds auprès des différents émetteurs avec des questionnaires, voire peut-être pas ici une politique de vote, mais en tout cas, c'est un process que vous appliquez à l'ensemble des fonds dans le cadre de votre sélection. Exactement. C'est ce que j'entends. Je veux rebondir là-dessus. Ouais. Moi, je trouve la partie des trucs qui sont vraiment sympas dans notre métier, c'est effectivement le dialogue entre les investisseurs comme vous, les investisseurs institutionnels, et les gérants comme nous. Et effectivement, vous nous faites, il y a toujours une approche du moment que l'approche est pragmatique, vous nous faites évoluer, vous nous faites progresser, et il y a un débat permanent, et nous aussi... On essaie d'être toujours constructif, c'est pas faire des reproches et sortir le fond, sauf si effectivement en face on a une porte fermée et qu'il n'y a pas d'échange. S'il n'y a pas d'échange, c'est déjà arrivé, On ne veut pas vous donner des explications. Alors, de moins en moins, parce que toute la réglementation SFDR, c'est quand même être le plus au plus transparent et faire des reportings adaptés à chaque article. Il faut quand même avoir en tête que les articles SFDR 6, 8 et 9, c'était pas pour dire je suis plus ou moins bien ISR ou investissement durable. C'est si je suis 8, c'est tel reporting qu'il va falloir que je fasse. Si je suis 9, c'est celui-ci. Parce que j'ai un objectif d'investissement durable, ou si je suis 8, je fais la promotion du E, du S et du G, sous-entendu. Et du GSI. Et c'était pas du tout être mieux ou moins bien. C'est juste, on n'a pas les mêmes critères à rapporter. Alors ça a été un peu complètement détourné. Tout le monde a voulu se dire, il faut absolument qu'on ait des articles 9, c'est quand même mieux. Non, on voit les retours en arrière qu'il y a, parce que la capacité à fournir les éléments du reporting, c'est pas simple du tout. Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas, tout le monde a voulu faire un article 9, et on a vu également avec les chiffres que les articles 9 concentraient la majeure partie de la collecte. On a parlé de bulles aussi sur ces articles 9. Est-ce que... Moi, est-ce que c'est le cas? On y a vite pensé, mais on est vite parti de cette idée-là parce qu'on s'est dit, quand on voyait les fonds qu'on nous décrivait étant article 9, on s'est dit, mais en fait, il y a très très peu de vrais articles 9. Bien avant d'avoir les reportings et les derniers calculs, on s'est dit, c'est des 8+, mais c'est pas des 9. Donc du coup, on s'est dit, la bulle, elle va pas, non, il y aura pas de bulle. Il y aura peut-être des bulles sur des fonds extrêmement thématiques parce que être un fonds généraliste, article 9, c'est très 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 difficile. C'est, entre guillemets, plus simple d'y arriver si on est un fonds thématique, multithématique ou autre. Mais la bulle liée à des investissements spécifiques sur les articles 9, on n'y croit pas, on n'y croit plus. Et quand je vois, nous, dans notre shortlist de fonds, on a à peu près 235 fonds. On a fait la segmentation pour constater ce qu'on avait en 6, 8 et 9. C'est à peu près comme le marché, comme les chiffres que communique Morningstar. On est en dessous de 15% d'articles 9 dans nos fonds, dans notre sélection de fonds, pardon. Une grosse proportion d'articles, un tiers à 34-35% d'articles 8. Le reste en article 6. On voit des bascules d'articles 6 à 8, très peu de 8 à 9. On n'a pas d'articles 9 sélectionnés qui sont passés à 8 à ce stade. Mais on n'en avait pas beaucoup non plus, puis c'est très, très ciblé en fait, très les fonds qu'on avait. Donc notre shortlist est assez représentative du marché au global au final, c'est ce qu'on a constaté. Ouais. Et vous avez vu une bulle aussi, Jacques-Antoine?
Ou c'est Non, moi, nous, C'est un pour effet notre principal fonds, qui représente, je sais pas, 70% de nos encours, on a mis, et on a que 3 fonds, on a mis 1 an et demi pour arriver à passer article 9, alors qu'au début, moi, je m'étais dit, on est au mois de juin, en septembre, c'est bon, on y sera. Ça a mis 1 an et demi. Donc, on a vraiment pris le temps d'y arriver, parce que justement, on voulait surtout pas se retrouver dans cette situation. Voilà. Après, c'est un défi aussi. Il faut toujours en permanence être attentif aux évolutions. Et je crois que c'est comme dans tous les nouveaux domaines. Et d'ailleurs, on m'avait conseillé, on m'avait dit surtout te précipite pas trop d'être neuf parce que voilà, c'est toujours compliqué d'essuyer les plâtres. Mais c'est comme toujours dans les nouveaux domaines, c'est pas facile. On tâtonne et les choses évoluent. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui repassent de 9 à 8, etc. Donc moi, je pense que c'est pas de bulle, c'est un phénomène qui est là pour rester. Par contre, c'est vrai que c'est toujours important, et je redis ce mot qui est partagé, c'est d'être pragmatique. Et de pas arriver avec une approche toute faite. C'est pas juste de la théorie, ce ne sont pas juste des chiffres. Et de l'incantation de dire ça c'est bien, ça c'est mal, quoi. Je crois qu'il faut, voilà, c'est le fruit du... Et nous, c'est ce qu'on a avec nos investisseurs. C'est depuis le début, c'est un dialogue. Parfois, ils ont un point de vue qui est pas exactement le nôtre. Et puis on dialogue. Et puis finalement, il y a toujours une ligne de crête, voilà, sur comment est-ce qu'on fait. Il n'y a pas de raison de ne pas trouver de solution. Sandrine, le mot de la fin ? Le mot de la fin, peut-être dire qu'on s'est beaucoup éloigné des préoccupations des investisseurs, je pense. Et Vous parlez des matinales ? les investisseurs, pardon ? Vous parlez des matinales ? Non, du sujet que la matinale traite. Non, des sujets de préoccupation des investisseurs privés. Enfin, nous, en tant que société de gestion de la banque privée du groupe, on a des clients privés qu'on ne voit pas forcément en direct, mais qui sont dans les réseaux. Ils sont très loin de tout ça. Les conseillers sont très loin de tout ça. Nous, on est dedans, donc on en parle, là, on en discute. Et c'est pas on a parlé d'éducation, c'est l'un des points de conclusion. Pour un client lambda, qui n'est pas un client institutionnel, franchement, alors que ça devrait les aider, autant un label, ça donne une vision, un label, c'est un gage de confiance. Tout à fait. On peut, auprès du client privé, mettre ça en avant. Un article 8 ou 9, mais qu'est-ce que ça va lui dire ? Quand il lit le reporting, là, les annexes SFDR qu'on a publiés, et heureusement, on a réussi à les faire en français. Parce que je vous invite à répéter cette phrase dans un milieu autre que celui-ci. Effectivement, il y a un grand travail d'éducation. C'était l'un des points de conclusion de Philippe Sedbon en introduction de cette matinale. Et au-delà d'éducation, on sent quand même, avec les débats que nous avons aujourd'hui, que le sujet est plus que complexe et manque de clarté. Donc n'oubliez pas qu'on est là pour faire des performances financières, à la base. Et tout ça dans le contexte... Dans de meilleures conditions, avec de meilleurs moyens. Dans le contexte de marché que l'on connaît. Ouais, exactement. Donc, oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. As sustainable investing becomes mainstream, there is now greater demand from investors for more clarity on the environmental, social, and governance, or ESG, aspects of their investments, as well as increased regulatory pressure for standard ESG reporting. Morningstar has listened to investors and carefully considered the industry's ESG investing needs. We've made significant investments to develop our data, research, ratings, and customized reporting solutions, so you can create best-in-class communications that distill the complexities of ESG into clean and clear visuals. Investors can quickly assess whether an investment or portfolio holdings are exposed to material ESG factors, controversial areas, or impacts to a cause, to build stronger portfolios for long-term growth. Morningstar is founded on empowering investor success. Discover cases.
Merci.